Attention, si vous ne supportez pas la vérité d'une trahison brutale, arrêtez-vous tout de suite. Vous êtes-vous déjà senti comme un fantôme dans votre propre vie, où vos sacrifices n'ont fait que paver la voie au triomphe d'un autre? Imaginez être marié à un homme pendant une décennie, l'aidant à bâtir un empire financier à partir de zéro, pour être ensuite jeté au profit d'un modèle plus jeune et plus brillant. Il croit avoir gagné. Ce soir, il est l'hôte d'un fastueux gala de bienfaisance, avec sa fiancée éblouissante accrochée à son bras, le roi de son château. Il a pitié de vous, l'ex-femme silencieuse qu'il a laissée derrière lui. Mais ce soir, les portes de cette salle de bal sont sur le point de s'ouvrir, et la femme qui entrera non seulement captera tous les regards, mais brisera complètement son monde. Avant de vous plonger dans ce drame à haute tension, cliquez sur « J'aime ». Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer nos histoires de transformation. L'invitation était un acte de cruauté déguisé en politesse. Elle reposait sur la simple table basse en bois de récupération d'Elena Vargas, un rectangle rugueux de papier cartonné ivoire qui contrastait avec l'appartement minimaliste du quartier madrilène de Malasaña, l'antithèse de sa vie précédente. Le relief doré semblait se moquer de la simplicité tranquille qu'elle avait minutieusement construite au cours des 2 dernières années. Le gala annuel de la Fondation Montes. Alejandro Montes. Son Alejandro. Non. Plus maintenant. Pendant 12 ans, elle avait été Elena Montes, la partenaire silencieuse de l'ascension fulgurante de Montes Global. Elle n'était pas seulement la femme derrière l'homme. Elle était l'architecte de son monde intérieur. C'était elle qui calmait son tempérament volcanique après un mauvais coup boursier, qui éditait ses discours jusqu'à ce qu'ils résonnent avec une confiance qu'il ne possédait pas naturellement, qui se souvenait des prénoms des enfants de ses investisseurs et de leurs allergies. Elle avait géré son immense manoir à la Moraleja, organisé des dîners impeccables et soigné une vie si fluide qu'il n'avait jamais eu à penser à autre chose qu'à sa propre ambition. Elle avait été l'échafaudage, et une fois l'édifice terminé, il l'avait écarté d'un coup de pied. Le divorce avait été brutalement efficace. Ses avocats, une meute de requins en costume à 1 000 €, l'avaient dépeinte comme une simple femme au foyer, prétentieuse et avide. Ils avaient argumenté que sa contribution était émotionnelle, non financière, et avait donc peu de valeur. Noyée par la douleur et le choc de sa trahison, Elena ne s'était pas battue. Elle avait accepté l'accord, une somme qui semblait insultante comparée aux milliards qu'il contrôlait, et s'était évanouie. Elle voulait disparaître, effacer la femme qui avait versé tout son être dans un homme qui la voyait comme un actif qui se déprécie. Elle s'était retirée dans un petit appartement ensoleillé à Malasaña, échangeant les jardins entretenus contre une terrasse avec un jardin d'herbes aromatiques. Elle avait vendu les vêtements de créateur qui ressemblaient à un déguisement de la vie d'une autre femme et redécouvert son propre uniforme. Jeans doux, pulls en cachemire et un silence confortable. Et dans ce silence, un vieux rêve, latent depuis longtemps, a commencé à s'agiter. Avant Alejandro, Elena avait été une prodige. Avec un double diplôme en ingénierie des matériaux et informatique de l'Université Polytechnique de Valence, l'UPFM, elle était fascinée par l'intersection de la technologie et de l'art. Elle avait une théorie, une idée audacieuse sur le tissage de nanofibres conductrices dans le tissu, créant des textiles capables de réagir à la biométrie, de changer de couleur par la pensée, ou même de générer leur propre lumière subtile. Alejandro avait appelé cela un « joli passe-temps » avant que sa propre carrière ne décolle, et comme tant de ses propres passions,
Elle l'avait diligemment rangé. Mais maintenant, n'ayant rien d'autre que du temps et un besoin ardent de construire quelque chose qui soit uniquement à elle, elle l'a déballé. Elle a loué un petit laboratoire dans une zone industrielle de Fuenlabrada, investissant sa liquidation dans l'équipement et la recherche. Elle a nommé sa société naissante Forja Aura, Aura Forge, un nom qui évoquait la création de quelque chose de tangible à partir d'une énergie invisible. Pendant 2 ans, elle a travaillé avec une dévotion monastique. Son équipe était petite, brillante et férocement loyale. Il ne créait pas de la mode, il créait une nouvelle forme d'expression. La robe, celle qu'elle appelait maintenant la robe chrysalide, était l'aboutissement de ce travail. Ce n'était pas juste un vêtement, c'était une déclaration, une œuvre d'art vivante. Tissée avec un mélange de soie et de polymères entrelacés de micro-LED et de capteurs biométriques, elle était conçue pour briller d'une douce luminescence interne qui changeait subtilement avec le rythme cardiaque et la température corporelle de celle qui la portait. C'était un chef-d'œuvre de technologie et de design, un secret qu'elle avait jalousement gardé. L'invitation au gala était arrivée il y a 1 semaine. Son premier instinct fut de la brûler. Pourquoi Alejandro l'inviterait-il? C'était un jeu de pouvoir, une occasion de parader avec sa fiancée Valentina Soto. Une mannequin de 26 ans à la peau de porcelaine et ce genre de beauté vide qui est impressionnante sur Instagram. C'était de la pitié. Il l'imaginait se présentant avec une robe sensée et de prêt-à-porter, un fantôme de son passé, pour rendre son présent encore plus brillant. Son associé, un ingénieur pragmatique et direct nommé Javier, l'avait vu différemment. « Tu ne le vois pas, Elena. Ce n'est pas un affront. C'est une opportunité. Le thème est l'avenir de la philanthropie. La liste des invités comprend tous les investisseurs en capital risque, les milliardaires de la technologie et les mécènes d'art d'Europe. Ils sont ton public cible. Ce n'est pas sa scène. Tu peux faire ton truc. » La pensée fut terrifiante, puis électrisante. Pendant 2 ans, elle s'était reconstruite dans l'ombre. Elle s'était défaite de la peau de Madame Montes, mais n'avait pas encore montré au monde ce qu'était et qui était Elena Vargas. Alejandro la voyait comme une relique de son passé. Il n'avait aucune idée qu'elle était l'architecte de son propre avenir. Elle ramassa l'invitation, les bords tranchants s'enfonçant dans ses doigts. Il pensait fermer un chapitre, exhiber sa victoire. Il ne réalisait pas qu'il lui offrait la scène parfaite pour ses propres débuts. Elle n'irait pas là-bas en tant qu'Elena Montes, l'épouse jetée. Elle irait en tant qu'Elena Vargas, fondatrice de Forja Aura, et elle porterait sa création. La robe chrysalide n'était pas juste une robe, c'était son armure, sa déclaration et sa vengeance, le tout tissé dans un unique fil lumineux. Elle a répondu oui. Dites-moi dans les commentaires. Si vous étiez Elena, auriez-vous brûlé l'invitation ou l'auriez-vous utilisée pour votre vengeance? N'oubliez pas de commenter votre opinion sur ce dilemme. La vue depuis le penthouse d'Alejandro Montes sur le Paseo de la Castellana était, sans aucun doute, parfaite. Elle s'étendait de l'étendue verte du parc du Retiro jusqu'aux tours brillantes de la ville, un royaume de verre et d'acier posé à ses pieds. C'était la vue d'un conquérant, et Alejandro se voyait comme un conquérant. Il se tenait devant la fenêtre du sol au plafond, un verre de Macallan, de 25 ans à la main, l'image vivante du succès. Mais une insatisfaction sourde et persistante s'enroulait dans son estomac. Ce soir était son couronnement. Le gala de la Fondation Montes était le joyau de sa couronne philanthropique, un événement qui cimentait sa place non seulement parmi les riches, mais parmi les importants.
C'était une pièce de théâtre soigneusement construite, et il en était l'acteur principal, le réalisateur et le producteur. Chaque détail, du chef étoilé Michelin à la liste des invités, avait été examiné pour projeter une image de pouvoir sans effort et d'influence bienveillante. Sa fiancée Valentina sortit de la chambre, une vision en soie cramoisie. La robe, un Oscar de la Renta sur mesure, moulait sa silhouette impeccable. Les diamants brillaient à sa gorge et à ses oreilles. Elle était impressionnante. Elle était aussi, admit-il dans l'intimité de son propre esprit, un peu ennuyeuse. Leur conversation était une boucle de potins, de mode et de projets pour leur prochain mariage au lac de Côme. Elle était l'accessoire parfait, une exquise pièce d'art pour orner sa vie. Mais parfois, il ressentait une pointe de quelque chose qu'il ne pouvait nommer quand il la regardait. C'était une sensation de vide profond. « Tu aimes, chérie ?» demanda-t-elle en prenant la pause. « J'ai pensé que le rouge serait puissant. »« Tu es magnifique, » dit-il, les mots automatiques. Il traversa la pièce et l'embrassa, ses lèvres effleurant les siennes parfaitement peintes. Son parfum était cher et floral, mais ne l'émouvait pas. C'était un parfum, pas une présence. Il pensa involontairement à l'odeur d'Helena, un mélange ténu de vieux livres, de thé à la camomille et de quelque chose d'uniquement sien. C'était une odeur de réconfort, de foyer. Il chassa cette pensée. Le foyer était maintenant cet appartement stérile et rempli d'art, 80 étages au-dessus de la ville. Il avait justifié le divorce comme une évolution nécessaire. Il avait dépassé Helena. Elle était calme, intellectuelle, satisfaite d'une vie simple. Elle ne comprenait pas la faim qui le poussait. Au début, son calme avait été son ancre. Mais, à mesure que son étoile montait, sa stabilité a commencé à ressembler à une ancre de bateau, le retenant. Il voulait une femme qui brille à ses côtés, qui amplifie sa propre splendeur. Valentina faisait cela. Sa beauté captait les regards. Sa présence à son bras était une déclaration. « Regardez ce que je peux avoir. » Inviter Helena au gala avait été l'idée de Valentina, une suggestion faite avec un geste de magnanimité fabriqué. « Ça montrera à tout le monde à quel point tout est amical, » avait-elle dit. « C'est très moderne, très élégant. » Alejandro avait vu l'aiguillon caché dans la suggestion. Il ne s'agissait pas d'élégance, il s'agissait de la victoire. C'était une opportunité pour Valentina de marquer son territoire, de se tenir à ses côtés pendant que son ex-femme, la petite souris, regardait depuis la barrière. Il avait accepté, poussé par un éclair de sa propre cruauté. Il voulait qu'Helena voie tout, le succès, le nouvel amour, la vie qu'il avait construite après s'être débarrassé d'elle. Il l'imaginait dans un coin, avec un air légèrement perdu, et ressentait une pitié un peu vengeresse. Pauvre Helena, elle n'a simplement pas pu suivre le rythme. « Tout est prêt ?» demanda Valentina, ajustant une boucle d'oreille en diamant. « Tout est parfait », l'assura-t-il. « Ce soir, nous récoltons 5 millions pour le programme d'alphabétisation des enfants et annonçons la nouvelle aile du musée. Son musée, son héritage. » Mais l'insatisfaction persistait. Il avait tout ce qu'il avait toujours voulu. L'argent, le pouvoir, la belle femme. Cependant, il sentait une fausseté qui guettait ces moments de silence. Il jouait le rôle d'Alejandro Montes, le grand homme. Helena avait été la seule personne à avoir vu le garçon incertain et ambitieux qu'il était autrefois. Elle l'avait connu. Valentina connaissait la limite de sa carte de crédit et sa marque préférée de scotch. La différence était immense et effrayante. Il vida son verre.
La voiture attend. Ne soyons pas en retard à notre propre fête. » Alors qu'il descendait dans l'ascenseur privé, il regarda son reflet dans les portes en bronze poli. Ils étaient un couple parfait, un portrait du succès moderne. Mais en regardant de plus près, il vit les légères lignes de tension autour de ses yeux, la légère rigidité de sa mâchoire. Il vit un homme dans une cage dorée de sa propre création, et pendant un instant fugace et terrifiant, il souhaita pouvoir revenir en arrière. Revenir au petit appartement qu'ils avaient partagé, rempli de meubles d'occasion et du rire d'Helena, où sa seule ambition avait été de la rendre heureuse. Mais cet homme était parti. Il l'avait échangé contre celui-ci, le roi d'un royaume froid et solitaire. Les dernières heures avant le gala furent une tempête silencieuse de préparation dans l'appartement d'Helena. Javier était arrivé avec la robe, la transportant dans un étui à contrôle climatique et verrouillage biométrique qui semblait sorti d'un film d'espionnage. Il n'y avait pas d'équipe de stylistes, ni d'assistants bavards. Il n'y avait que Javier, Helena et la robe. « Tous les systèmes sont nominaux, » dit Javier, avec un rare tremblement d'émotion en déverrouillant l'étui. « Les capteurs biométriques sont calibrés sur ton rythme cardiaque au repos. Le processeur central est complètement chargé. » « C'est prêt », la souleva de sa base. Le tissu, dans son état inerte, était d'une couleur charbon mat profond, presque comme de la fumée liquide. Il ne brillait pas. Il absorbait la lumière, gardant son pouvoir en réserve. La coupe était trompeusement simple. Un col haut, des manches longues, une silhouette colonne qui coulait jusqu'au sol. C'était élégant, monastique et absolument sévère. C'était une toile. « Ça semble discret », chuchota Helena, glissant une main sur le tissu frais et doux. « C'est la clé », dit Javier. « La magie n'est pas dans le design, elle est en toi. » Helena prit une profonde inspiration et se prépara pour sa transformation. Elle prit une douche, laissant l'eau chaude emporter la dernière trace de son hésitation. Elle s'assit à sa petite coiffeuse, une pièce qu'elle avait achetée dans un marché d'occasion et restaurée elle-même. Son maquillage était minimal, un fond de teint impeccable, un trait d'eyeliner foncé pour définir ses yeux gris intelligents et une lèvre nude douce. Elle ne voulait pas un masque. Elle voulait son propre visage, simplement amplifié. Ses cheveux, qu'elle avait portés en un chignon simple et pratique pendant 2 ans, furent sa seule concession au dramatisme. Un coiffeur, ami de Javier, un artiste calme qui travaillait avec des acteurs de théâtre, avait passé l'après-midi à les tisser en un chignon complexe et élégant sur la nuque, laissant quelques mèches douces encadrer son visage. C'était sophistiqué et austère, le style d'une femme qui avait le contrôle total. Finalement, c'était l'heure de la robe. Elle glissa sur sa peau comme de l'eau froide. Javier l'aida à attacher les fermetures presque invisibles dans le dos. Pendant un moment, elle resta simplement là, laissant le poids s'installer sur ses épaules. Cela ressemblait à une armure. « D'accord », dit Javier, tapant une commande sur une tablette liée à la robe. « Nous allons l'initialiser. Respire juste normalement, Helena. Laisse-la se synchroniser avec toi. » Elle ferma les yeux et respira lentement et profondément. Elle sentit une vibration subtile contre sa peau, un bourdonnement à peine perceptible. Quand elle rouvrit les yeux, la pièce se remplit d'une lueur douce et éthérée. La robe était vivante. Le charbon mat s'était transformé en une nébuleuse incandescente et tourbillonnante de bleu profond et de violet, traversée par des veines argentées. Une lumière douce et nacrée pulsait de l'intérieur du tissu, un rythme lent et constant
qui correspondait à son propre battement de cœur. Elle leva une main, et à mesure que la température de son corps changeait l'air autour de son bras, les couleurs tourbillonnèrent, une cascade de saphirs brillants. C'était époustouflant. « Mon Dieu !» soupira-t-elle, regardant son reflet dans le miroir en pied. Elle était méconnaissable. La femme dans le miroir n'était pas l'épouse calme et solidaire. Ce n'était pas la divorcée affligée. Cette femme était puissante, éthérée. Elle semblait taillée dans la lumière des étoiles et des ombres. La robe ne la portait pas. C'était une extension d'elle, une manifestation visible du feu et de l'éclat qu'elle avait gardé caché pendant si longtemps. La valeur marchande de la technologie intégrée et de la propriété intellectuelle, à elle seule, dépasse les 3 millions d'euros, dit Javier, la voix étranglée par la fierté. Mais la valeur de ce moment, Elena, n'a pas de prix. Elle pensa à Alejandro et Valentina. Elle imagina la beauté parfaite et prévisible de Valentina. Elle imagina le regard poli et méprisant que lui lancerait Alejandro. Ils attendaient un fantôme. Ils n'étaient pas préparés pour une supernova. Une vague d'adrénaline pure et froide la parcourut. La peur était partie, remplacée par un sens cristallin du but. Il ne s'agissait pas seulement d'apparaître. Il s'agissait de réécrire le récit qu'ils avaient si soigneusement créé pour elle. Ils l'avaient catalogué comme une note de bas de page dans leur histoire. Ce soir, elle deviendrait le gros titre. « Je n'ai pas besoin de bijoux », dit-elle, la voix calme mais ferme. « La robe est la seule déclaration que j'ai besoin de faire. » Javier hocha la tête, comprenant parfaitement. « La voiture est là. C'est l'heure. » Alors qu'elle marchait vers la porte, la robe coulait autour d'elle. Une galaxie silencieuse et resplendissante. La lumière qu'elle projetait était douce, mais remplissait le petit appartement, bannissant toutes les ombres. Elena Vargas ne se cachait plus. Elle était prête à sortir dans la lumière, sa propre lumière, et elle brûlerait si brillamment qu'il serait impossible de l'ignorer. La salle de bal du grand salon d'événements du Circulo de Bellas Artes était une symphonie d'opulence soignée. Les lustres en cristal projetaient une lumière chaude et dorée sur une mer d'invités en tenue de soirée. L'air bourdonnait du murmure de conversations polies, du tintement des coupes de champagne et des douces notes d'un quatuor à cordes. Au centre de tout, présidant près du grand escalier, se trouvait Alejandro Montes. Il était dans son élément. Valentina, radieuse dans sa robe cramoisie, était collée à ses côtés. Son rire brillant et pratiqué. Il accepta les compliments pour l'événement. Il serra des mains avec des titans de l'industrie et se déplaça parmi la foule avec la grâce naturelle d'un homme qui possédait le monde. Il ressentait une profonde satisfaction. Tout était exactement comme il l'avait prévu. Il avait scanné l'entrée plusieurs fois. Une partie de lui cherchait Elena, morbidement curieux de voir la figure pathétique qu'elle présenterait. Il l'imagina arrivant tôt, s'attardant maladroitement près du bar. Mais elle n'était nulle part. Il rejeta la pensée. Elle a probablement perdu courage. Ce fut juste au moment où le directeur de l'événement montait sur scène pour offrir une bienvenue qu'un silence collectif soudain tomba sur le hall d'entrée. Le murmure de la conversation ne s'est pas seulement calmé. Il cessa, remplacé par une vague de calme qui irradia dans toute la salle. Les têtes se tournèrent une à une, comme des dominos tombant au ralenti. Un halètement collectif, doux et incrédule, fut le seul son. Alejandro se retourna, les sourcils froncés par l'agacement face à l'interruption. Et alors, il la vit. Pendant un moment, son cerveau ne put traiter l'image.
Encadrée dans la grande arche de l'entrée, il y avait une femme qui semblait porter le ciel nocturne. Elle était baignée d'une douce luminescence interne, un halo de bleu profond et de violet qui pulsait avec un rythme hypnotique et doux. La lumière changeait et tourbillonnait alors qu'elle bougeait, une constellation vivante et respirante. Elle entra dans la salle, non avec arrogance, mais avec une grâce sereine et d'un autre monde qui exigeait une attention absolue. Chaque œil était posé sur elle. Chaque conversation était morte. La musique du quatuor vacilla, puis s'arrêta complètement. C'était comme si un corps céleste était entré dans la salle, sa force gravitationnelle déformant la structure même de l'événement. À mesure qu'elle approchait, la reconnaissance se fit sur le visage d'Alejandro, suivie par une vague de choc pur et sans mélange. Sa coupe de champagne en cristal de baccarat glissa de ses doigts engourdis et se brisa sur le sol en marbre, le son anormalement fort dans le silence profond. C'était Elena, mais ce n'était pas l'Elena qu'il connaissait. La femme calme, studieuse, qui préférait les tons sourds et le minimum de tapage, était partie. Cette femme était une vision. Son visage, encadré par cette coiffure austère et élégante, était calme, son regard égal et direct. Elle ne le regardait pas, lui. Elle observait simplement la salle, sa présence si puissante que cela ressemblait à un jugement. Valentina vit l'expression sur le visage d'Alejandro et son sourire se figea, se fissurant sur les bords. Elle suivit son regard et son visage parfaitement maquillé pâlit. Elle vit non seulement une femme magnifique, mais une rivale à un niveau qu'elle ne pouvait comprendre. Sa robe rouge, qui s'était sentie si audacieuse et puissante quelques instants auparavant, semblait maintenant criarde et bruyante. Ses diamants ressemblaient à du verre bon marché à côté de la lumière vivante de la robe d'Elena. Elena permit finalement à ses yeux de se poser sur Alejandro. Il n'y avait pas de colère dans son expression, ni de douleur. Il n'y avait qu'un calme froid et placide, qui était plus déconcertant que n'importe quelle diatribe. Elle marcha vers eux, sa robe chuchotant contre le sol. La foule s'ouvrit pour elle comme par instinct. « Alejandro », dit-elle, sa voix claire et ferme. On l'entendait facilement dans la salle silencieuse. « Valentina, vous avez tous les deux l'air bien. Alejandro. » Alejandro lutta pour trouver sa voix. Son esprit s'emballait, essayant de réconcilier la femme qu'il avait jetée avec la déesse qui se tenait devant lui. « Elena, qu'es-tu? Que portes-tu » bégaya-t-il, son éloquence habituelle désertant. Un petit sourire complice toucha les lèvres d'Elena. « C'est un prototype, » dit-elle simplement, « de mon entreprise. » Les chuchotements commencèrent à se répandre dans la foule. Entreprise, son entreprise, quelle entreprise? Valentina, essayant de réclamer le récit, fit un pas en avant, sa voix un peu trop aiguë. C'est très particulier, Elena, très brillant. C'était censé être un mépris, mais cela atterrit comme une supplication désespérée pour de la pertinence. Avant qu'Elena ne puisse répondre, un homme se précipita à ses côtés, les yeux écarquillés par l'émotion. C'était Alistair Finch, un investisseur en capital risque notoirement astucieux de la Silicon Valley et avec une forte présence en Espagne. « Vargas, vous avez réussi », tonna-t-il, ignorant complètement Alejandro et Valentina. « J'ai vu la demande de brevet pour les textiles réactifs de Forja Aura le mois dernier. C'est révolutionnaire. » « C'est ça? C'est le matériau chrysalide? » Elena inclina la tête. « Le même, Alistair. Je suis ravi que vous approuviez. Le nom Forja Aura et le mot révolutionnaire se propagèrent dans la salle comme une traînée de poudre.
Les téléphones sortirent. Les gens tapaient furieusement sur les moteurs de recherche. Le point focal du gala avait dévié irrévocablement. Il ne s'agissait plus de la philanthropie d'Alejandro Montes. Il s'agissait de la mystérieuse et lumineuse femme qui fut autrefois son épouse. Alejandro observa, paralysé, comment les personnes les plus puissantes de la salle, ses invités, convergeaient vers Elena. Leurs visages illuminés par la curiosité et l'émerveillement. Soudain, il était dehors, regardant sa propre fête. Il avait voulu qu'elle voie le monde qu'il avait construit. Au lieu de cela, elle était entrée, nonchalamment, sans effort. Elle avait révélé un nouveau monde à elle, un monde si loin de sa compréhension qu'il rendait son propre empire d'argent et d'influence petit, opaque et complètement insignifiant. Il regarda le verre brisé à ses pieds, et cela ressemblait à une métaphore parfaite pour sa réalité parfaitement construite. Le trajet en voiture de retour au penthouse fut une étude de silence armé. L'intérieur luxueux en cuir de la Rolls-Royce, généralement un cocon de confort, ressemblait à une chambre pressurisée. Valentina s'assit rigide à ses côtés. Sa robe cramoisie, une coupure de colère dans la lumière. Alejandro regarda par la fenêtre, l'horizon brillant de Madrid, un flou de lumière moqueuse. Le triomphe soigneusement orchestré de sa soirée n'avait pas seulement été gâché. Il avait été détourné, démantelé et remis à la seule personne qui l'avait écarté comme un échec. Valentina fut la première à parler, sa voix tendue et cassante. « C'était quoi ça, Alejandro? » Il ne se détourna pas de la fenêtre. « Je n'en ai aucune idée. » C'était un mensonge. Il savait exactement ce que c'était. C'était un règlement de compte. « Tu n'en as aucune idée? » se moqua-t-elle, le son aigu. « Ton ex-femme débarque avec une robe qui s'illumine, et soudain, c'est la seconde venue de Steve Jobs. Et tu n'en as aucune idée? Savais-tu qu'elle avait une entreprise? »« Non, je ne le savais pas, » cracha-t-il. L'aveu ressembla à avaler du verre. Comment pouvait-il ne pas l'avoir su? Lui, Alejandro Montes, dont l'affaire entière reposait sur le fait de savoir les choses avant tout le monde. Il avait des enquêteurs qui pouvaient déterrer les secrets les plus profonds de ses rivaux corporatifs. Pourtant, il avait été complètement aveugle à la révolution qui se passait sous son nez, orchestrée par la femme qui avait partagé son lit pendant 12 ans. C'était un échec de renseignement si profond qu'il le rendit physiquement malade. Forja Aura. Valentina cracha le nom comme si c'était du poison. Au moment où nous sommes partis, la robe chrysalide était une tendance mondiale. Et ton gala, c'est une note de bas de page. Impressionnant début technologique au gala de la Fondation Montes. Il ne parle pas de tes 5 millions pour les enfants. Il parle d'elle. La jalousie et la fureur qui émanaient d'elle étaient palpables. Mais en dessous, Alejandro pouvait sentir sa peur. La monnaie de Valentina était la beauté et la proximité du pouvoir. Ce soir, Elena avait exhibé un type différent de pouvoir. Le pouvoir de la création, de l'intellect, de l'innovation authentique. C'était un pouvoir avec lequel Valentina ne pouvait pas rivaliser. Et elle le savait. Elle avait été rendue insignifiante, une jolie peinture mais statique, à côté d'un chef-d'œuvre, dynamique et interactif. Elle l'a fait exprès, continua Valentina, la voix montant d'un ton. Elle a attendu. Elle savait que c'était ta soirée. Elle l'a fait pour nous humilier. Pour m'humilier. Ça n'a rien à voir avec toi, lâcha Alejandro, se tournant finalement pour la regarder. La déclaration était cruelle, mais c'était vrai. C'était à propos de lui et Elena. Ça avait toujours été à propos d'eux.
Valentina n'était qu'un dommage collatéral. L'expression sur son visage, un mélange de choc et de fierté blessée, lui donna une satisfaction momentanée et amère. Il se sentait acculé, et comme tout animal acculé, il attaquait. Quand ils arrivèrent au penthouse, le silence revint, plus lourd et menaçant qu'avant. Valentina sortit de l'ascenseur et se dirigea directement vers le bar, se servant un grand verre de vodka. Alejandro alla à son bureau, le seul endroit où il se sentait en contrôle. Il alluma son terminal, ses doigts volant sur le clavier. Il chercha Forja Aura. Les résultats inondèrent son écran. C'était une entreprise de R&D à capitaux privés, petite, discrète, mais avec une liste de brevets qui lui coupa le souffle. Textile réactif, boucle de rétroaction biométrique, intégration de tissus intelligents. Le conseil consultatif comprenait 2 prix Nobel et un ex-chef de l'innovation de Google. Ce n'était pas un passe-temps. C'était un titan technologique en devenir. Il trouva un article dans un magazine de technologie de niche datant d'il y a 6 mois qui détaillait la mission de Forja Aura. Il incluait une photo de la fondatrice, Elena Vargas. C'était une simple photo d'identité, mais ses yeux avaient une détermination tranquille qu'il n'avait pas vue depuis des années. Il lut sa biographie, scientifique des matériaux et ingénieur formé à l'UPFIS. Il avait oublié cette partie d'elle. Il l'avait activement écartée. Il se souvint qu'elle lui parlait de ses idées tard le soir, son visage animé par la passion. Il lui avait donné une petite tape sur la tête et lui avait dit de se concentrer sur la planification de leur prochain dîner. Le souvenir brûlait maintenant d'une honte nouvelle et exquise. Le coup final et écrasant arriva quand il trouva une liste d'investisseurs en phase initiale. Alistair Finch en était un, mais un autre nom ressortait. David Chen, le PDG d'une firme d'investissement, qui avait rejeté un accord important avec Montes Global l'année dernière, citant un manque de leadership visionnaire. Chen avait investi 10 millions de dollars dans Forja Aura. Alejandro s'adossa à sa chaise, l'air quittant ses poumons. Ce n'était pas seulement une humiliation personnelle, c'était professionnel. Il l'avait sous-estimé à tous les niveaux concevables. Il avait jeté ce qu'il pensait être une simple pierre, seulement pour l'avoir polie jusqu'à devenir un diamant qui éclipsait tout son royaume. Valentina apparut sur le seuil, le mascara coulant. « Alors, demanda-t-elle, la voix creuse, qu'est-ce que tu as trouvé ?» Il ne put la regarder. « Elle n'est pas qui nous pensions qu'elle était. »« Non, » dit Valentina, sa voix dégoulinant d'une sagesse nouvelle et amère. « Elle est exactement qui elle a toujours été. Tu n'as simplement jamais pris la peine de la voir. » Elle fit demi-tour et s'éloigna, le laissant seul avec les écrans brillants qui détaillaient l'ampleur de son erreur de calcul. La vue depuis sa fenêtre, autrefois un symbole de son triomphe, ressemblait maintenant à une vue depuis un précipice. Et pour la première fois, Alejandro Montes eut peur de la chute. Le lendemain matin, l'appartement d'Elena ne se remplit pas de l'odeur de champagne et de victoire, mais de l'odeur familière et réconfortante de café et de pain grillé. La lumière du soleil filtrait par les grandes fenêtres, illuminant les grains de poussière qui dansaient dans l'air. La robe chrysalide gisait inerte dans son étui. Une fois de plus, une chose tranquille, de couleur charbon. La magie était latente, en attente. Javier s'assit en face d'elle à sa petite table de cuisine, glissant le doigt sur sa tablette avec un sourire qui menaçait de lui fendre le visage. « Nous sommes un verbe, Elena, » dit-il, sans lever les yeux. Faire un Forja Aura signifie faire un retour spectaculaire et inattendu.
récita-t-il les gros titres. Forbes, la femme à la robe stellaire, la nouvelle licorne technologique. Wired, au-delà des wearables, Forja Aura vient de rendre la mode intelligente. Vogue, la seule robe qui a compté au Circulo de Bellas Artes. Elena prit une gorgée lente de son café, la chaleur de la tasse une présence réconfortante dans ses mains. Elle avait attendu une réaction, mais pas celle-ci. Sa boîte de réception était une avalanche numérique de courriels d'investisseurs en capital risque, de maisons de mode, de journalistes et de PDG. Ils n'étaient pas seulement intéressés, ils la réclamaient. Mais elle ne ressentait pas la joie triomphante qu'elle avait anticipée. Au lieu de cela, un profond sentiment de calme s'était emparé d'elle. La nuit n'avait pas été un acte de vengeance, réalisa-t-elle. Elle avait été un acte de libération. C'était la rupture finale et définitive de son ancienne identité. Voir le choc sur le visage d'Alejandro ne lui avait apporté aucun plaisir. Seulement une confirmation distante et clinique d'une vérité qu'elle avait finalement acceptée. Il ne l'avait jamais vue du tout. « Tu vas bien ?» demanda Javier, levant finalement les yeux et sentant son humeur contemplative. « Tu es inhabituellement calme pour quelqu'un qui vient de conquérir le monde. »« Je vais plus que bien, Javier, » dit-elle, un sourire authentique pointant sur ses lèvres pour la première fois ce matin-là. « Je suis libre. J'ai passé tant d'années à mesurer ma valeur par sa perception de moi. Hier soir, j'ai réalisé que sa perception est non pertinente. C'est une métrique cassée. » Son téléphone vibra, affichant un nom qui fit faire à son cœur un unique et fort battement. Alejandro Montes. Elle le laissa sonner jusqu'à la messagerie vocale. Un instant plus tard, il vibra de nouveau. Et encore. Il est persistant, nota Javier sèchement. Il panique, corrigea Elena. Il n'essaie pas de communiquer avec moi. Il essaie de reprendre le contrôle de l'histoire. De mon histoire. Elle ne ressentait aucun désir de lui parler. Que pourrait-il dire? Des excuses? Une exigence? Une offre? Rien de tout cela ne comptait. Sa voix était une langue d'un pays où elle ne vivait plus. Son avenir était ici, dans cette pièce éclairée par le soleil, avec son brillant partenaire, et un monde de possibilités se déployant devant eux. Ils passèrent la journée à gérer les demandes les plus critiques. Javier agit comme un portier impitoyable, pendant qu'Elena établissait la stratégie. Ils rejetèrent 3 émissions matinales importantes, optant plutôt pour une interview exclusive avec une journaliste respectée du Wall Street Journal, connue pour sa couverture technologique approfondie. Ils ignorèrent la clameur du monde de la mode, décidant de positionner Forja Aura avant tout comme une entreprise de technologie. La robe était la preuve de concept, expliqua Elena, marchant dans son salon, son esprit enflammé par les plans. Il ne s'agit pas de tours de passe-passe, Javier. Il s'agit des applications. Des tissus de qualité médicale capables de surveiller les signes vitaux d'un patient en temps réel. Équipements de protection pour les pompiers, capables de détecter la chaleur externe et les toxines atmosphériques. Uniformes de recherche et de sauvetage avec lumière intégrée et balises de localisation. C'est ça l'avenir. C'est ça l'héritage. Javier l'observa, son expression pleine d'admiration. Il l'avait vu travailler dans l'obscurité pendant 2 ans, poussé par une intelligence tranquille et féroce. Maintenant, le monde le voyait aussi. La femme qui voyait Aura n'était pas celle qui l'avait embauchée pour la première fois. Cette femme était encore assombrie par son passé, sa confiance fragile. Cette Elena se tenait droite, sa vision claire, sa voix résonnant avec une autorité qui était complètement sienne.
En fin d'après-midi, un coursier livra une petite enveloppe adressée à... Ce n'était pas d'Alejandro. L'adresse de l'expéditeur était un cabinet d'avocats qu'elle ne reconnut pas. À l'intérieur, il y avait une seule feuille de papier et un chèque de banque de 2 millions d'euros. La lettre était brève. Madame Vargas, ce chèque représente la valeur totale après impôt de l'accord que j'ai reçu dans mon propre divorce. Je l'ai considéré comme le prix de mon silence et de ma complicité. Je ne souhaite plus être silencieuse. Votre robe était plus que belle. C'était une révélation. Je crois en ce que vous construisez. S'il vous plaît, acceptez ceci comme un investissement initial anonyme d'une femme qui trouve sa voie à une autre qui a clairement trouvé la sienne. Je vous souhaite tout le succès que vous méritez si richement. Il n'y avait pas de signature, mais Elena le savait. Elle regarda le chèque, puis par la fenêtre vers la ville étendue et indifférente. L'argent était significatif, mais le geste était tout. C'était un signe que sa lumière n'avait pas seulement exposé un mensonge, mais qu'elle avait aussi allumé une étincelle de vérité chez quelqu'un d'autre. Elle posa le chèque sur la table. La guerre avec Alejandro était terminée parce qu'elle avait simplement refusé de se battre. Elle n'était pas son opposée. Elle était une entité complètement différente, se déplaçant sur une orbite qu'il ne pouvait même pas cartographier. C'était sa nouvelle aube, et le soleil commençait tout juste à se lever. Les séquelles du gala furent une démolition au ralenti du monde d'Alejandro Montes. Les premières fissures apparurent dans les médias. La couverture flatteuse post-événement qu'il avait anticipée fut remplacée par des profils spéculatifs d'Elena Vargas et Forja Aura. Son nom n'était mentionné que dans le contexte d'être son ex-mari. Le récit lui avait été volé, et il n'avait aucune idée de comment le récupérer. Au bureau, l'atmosphère était dense d'une déférence nouvelle et inquiétante. Son équipe suivait toujours ses ordres, mais il pouvait voir les questions dans leurs yeux. Il entendait les chuchotements quand il marchait dans le couloir. Lui, l'homme qui s'enorgueillissait de sa prévoyance, avait ignoré la plus grande histoire technologique émergente de l'année, une qui avait germé dans sa propre maison. Cela le faisait paraître non seulement aveugle, mais stupide. Les répercussions professionnelles commencèrent une semaine plus tard. Il était dans une réunion du conseil d'administration, présentant une nouvelle et audacieuse stratégie d'acquisition, quand son téléphone vibra avec un appel de David Chen. Alejandro s'enorgueillissait de ne jamais prendre d'appel pendant les réunions, mais c'était différent. Il s'excusa, le cœur battant la chamade. « David, » dit-il en forçant un ton informel, « quel plaisir d'avoir de tes nouvelles. Tu regrettes d'avoir passé ton tour sur notre dernier round. » La voix de Chen fut froide et dépourvue de politesse. « Non, Alejandro. J'appelle pour t'informer que ma firme se désinvestit des 2 fonds que nous avons avec Montes Global. La paperasse sera chez toi cet après-midi. » Le sang se vida du visage d'Alejandro. C'était un coup massif, non seulement financièrement, mais pour sa réputation. « David, attends, nous pouvons parler de ça. Quel est le problème? Nos rendements ont été stellaires. »« Mon problème, Alejandro, est de jugement, » dit Chen, sa voix tranchante. « J'investis dans des leaders qui peuvent identifier et cultiver un talent visionnaire. Il m'est apparu clairement que tu étais assis sur une mine d'or de ce genre pendant plus d'une décennie, et tu ne l'as pas reconnu. Si tu ne peux pas voir la valeur juste devant tes propres yeux, je n'ai pas confiance en ta capacité à la voir sur le marché. Je déplace mon capital vers des personnes ayant une meilleure vision, des personnes comme ton ex-femme. » La ligne se coupa. Alejandro resta dans le couloir, le téléphone agrippé à sa main, ses jointures blanches. L'insulte fut si précise, si dévastatrice, qu'elle le laissa sans souffle. Il retourna à la salle de conseil, son visage un masque de granit.
Il ne pouvait pas leur montrer la blessure. Il ne pouvait pas les laisser le voir saigner. Les choses au penthouse étaient encore pires. Valentina s'était retirée dans un silence maussade et rancunier. Elle passait ses journées à faire du shopping avec une vengeance, remplissant l'appartement de choses chères, comme pour construire une forteresse contre sa propre insignifiance. Leur conversation était forcée et transactionnelle. L'affection facile entre eux s'était évaporée, remplacée par une tension fragile. Il la voyait maintenant non comme une belle compagne, mais comme une autre de ses acquisitions, une dont la valeur s'effondrait. Il continua d'appeler Elena, mais elle ne répondit jamais. Il laissa des messages divagants, son ton passant d'exigeant à suppliant et conciliateur. Il voulait comprendre, il voulait en faire partie. Il se dit qu'il essayait de s'amender, mais la vérité était plus laide. Il voyait son succès, et, comme tout le reste dans sa vie, il voulait en posséder un morceau. Son désespoir atteignit son point culminant 2 semaines après le gala. Il conduisit jusqu'à son quartier à Malasagne, un endroit où il n'avait pas mis les pieds depuis plus d'une décennie. Il trouva son immeuble d'appartement, un modeste immeuble d'avant-guerre. C'était si petit. Il s'assit dans sa voiture pendant 1 heure, regardant sa fenêtre, se sentant comme un harceleur. Que faisait-il ici? Que dirait-il si elle sortait? Désolé d'avoir écrasé ton esprit et de t'avoir jeté, mais maintenant que tu as du succès, puis-je avoir quelque chose? Il vit qu'elle sortait de l'immeuble avec l'homme qu'il reconnut du gala, Xavier. Il parlait avec animation, riant. Le visage d'Elena était ouvert et vivant d'une manière qu'il n'avait pas vue depuis les premières années de leur mariage. Elle avait l'air heureuse, vraiment et profondément heureuse. Et elle était heureuse sans lui. Ce fut la réalisation qui brisa finalement son narcissisme. Sa nouvelle vie n'était pas à propos de lui. Son succès n'était pas une performance pour son bénéfice. Il n'était pas le soleil autour duquel elle orbitait. Il n'était même pas une étoile distante. Il n'était qu'un trou noir dont elle s'était échappée. Il démarra la voiture et s'éloigna, la façade soigneusement construite de sa vie s'effondrant autour de lui. Il avait passé toute sa vie à accumuler des choses, de l'argent, des entreprises, de l'art, une belle fiancée, pour prouver sa valeur. Mais il avait volontairement offert la seule personne qui l'avait valorisé pour qui il était, pas pour ce qu'il avait. Et ce faisant, il avait perdu la seule chose qui fut un jour véritablement inestimable. Il était Alejandro Montes, l'homme qui avait tout, et il ne s'était jamais senti aussi en faillite. La réunion se fit aux conditions d'Elena, pas dans une salle de conseil ou un restaurant élégant, mais dans une serre publique tranquille au Jardin botanique royal de Madrid. C'était un terrain neutre, plein de vie et de lumière, un monde loin du verre froid et de l'acier de l'empire d'Alejandro. Il arriva le premier, avec un aspect diminué. Son costume, généralement impeccable, semblait flotter sur lui. L'arrogance confiante était partie, remplacée par une énergie inquiète et tourmentée. Quand Elena entra vêtue d'un simple pantalon en lin et d'un chemisier en soie douce, elle semblait appartenir à cet endroit, en paix parmi les choses qui poussent. « Merci de me rencontrer », dit-il, la voix rauque. « Je ne suis pas ici pour toi, Alejandro », répondit-elle, son ton doux mais ferme. « Je suis ici pour moi. J'avais besoin de faire ça pour clore le livre. Alors dis ce que tu as à dire. » Ils s'assirent sur un simple banc en bois, entouré par la verdure exubérante des fougères et le parfum des orchidées. Pendant un long moment, il ne fit que la regarder. Il la regarda vraiment, peut-être pour la première fois. Il vit l'intelligence dans ses yeux, la force tranquille dans sa posture. Il vit tout ce qu'il avait perdu.
J'ai été un imbécile, commença-t-il, les mots maladroits, rouillés par le manque d'usage. Il n'y a pas d'autre mot pour ça. J'ai construit ma vie autour d'une image et j'ai jeté la seule chose réelle qu'il y avait dedans, parce qu'elle ne cadrait pas avec la photo. Je n'étais pas une chose, Alejandro, le corrigea-t-elle à voix basse. J'étais ta femme. Le mot flotta dans l'air entre eux, lourde du poids de l'histoire partagée. Je sais, chuchota-t-il. Je suis désolé, Elena, pour tout, pour ne pas avoir écouté, pour ne pas t'avoir vu, pour les choses qu'ont dites mes avocates, pour avoir cru que mon succès était seulement le mien. Il la regarda finalement dans les yeux. Je le vois maintenant, je te vois, et je suis terriblement désolé. Elena écouta. Son expression illisible. Elle avait imaginé ce moment 1000 fois dans les profondeurs de sa douleur. Elle avait imaginé lui crier dessus, pleurer, exiger des réponses. Mais maintenant, assise ici, elle ne ressentait rien de tout ça. Elle ne ressentait qu'un profond sentiment de paix. Ses excuses n'étaient pas une clé qui déverrouillerait son bonheur. Elle avait déjà trouvé cette clé par elle-même. C'était simplement un écho d'une pièce distante. « J'accepte tes excuses, » dit-elle. « Pas parce que tu mérites le pardon, mais parce que je mérite d'être libre du poids de ma colère. Je le suis depuis un moment, en réalité. Mais ça, c'est l'étape finale. » Il se montra plein d'espoir pendant 1 seconde. « Est-ce que ça veut dire? Nous pourrions. » Elle leva une main, l'arrêtant. « Non, Alejandro, il n'y a pas de nous. Ma vie est pleine. Je construis quelque chose que j'aime, quelque chose qui changera le monde d'une manière que ton argent ne pourrait jamais. Et je suis heureuse. » Elle se leva. « J'ai besoin que tu comprennes ça. Mon succès n'est pas ton histoire de rédemption. Ce n'est pas une leçon dont tu peux apprendre et ensuite te sentir mieux avec toi-même. C'est ma vie. Ça n'a plus rien à voir avec toi. » La finalité dans sa voix était absolue. Ce n'était pas une négociation. C'était un verdict. « Qu'en est-il de Valentina? » demanda Elena, une lueur de curiosité authentique dans ses yeux. Alejandro regarda ses mains. « Elle est partie la semaine dernière. Elle a dit qu'elle ne voulait pas être un prix de consolation. » Il lâcha un rire sec et sans humour. Elle a emporté la bague de fiançailles. Juste. Ce fut la transaction la plus honnête que nous ayons eue. Elena hocha la tête lentement. Elle ressentit une pointe de pitié pour lui, un homme si complètement seul dans la cage dorée qu'il avait construite. Mais c'était une pitié distante et détachée. Son destin était à lui d'écrire maintenant. « Adieu, Alejandro, » dit-elle. Et sur ce, elle fit demi-tour et s'éloigna sur le chemin baigné de soleil, sans regarder en arrière. Elle se déplaçait avec la grâce légère et facile d'une femme qui savait exactement où elle allait. Alejandro l'observa jusqu'à ce qu'elle disparaisse derrière un mur de végétation. Il resta seul sur le banc, entouré par la beauté vibrante et indifférente du jardin. Il était venu ici chercher quelque chose. L'absolution. Une seconde chance. Un morceau de sa lumière pour réchauffer son monde froid. Mais il repartit seul avec la clarté crue et douloureuse de ce qu'il avait perdu. Ce n'était pas juste une femme ou une opportunité d'affaires. Il avait perdu la meilleure partie de lui-même. Et il sut, avec une certitude qui le glaça jusqu'aux os, qu'il ne la récupérerait jamais. Sa rédemption ne viendrait pas d'elle. Elle devrait venir du travail long et solitaire, d'apprendre à vivre avec le fantôme de l'homme qu'il aurait pu être. L'histoire d'Elena ne concerne pas seulement une robe. C'est l'histoire de la réappropriation de son propre récit.
C'est un rappel puissant que votre valeur n'est jamais définie par l'incapacité d'une autre personne à la voir. Elle n'a pas cherché la vengeance, elle a cherché la rédemption. Pas de son ex-mari, mais pour elle-même, en embrassant finalement l'éclat qu'elle avait gardé caché pendant si longtemps. Elle a trouvé son pouvoir non pas en l'abattant lui, mais en construisant son propre monde. Un monde si brillant qu'il a simplement projeté le sien dans l'ombre. Cette histoire est pour quiconque s'est déjà senti sous-estimé, ignoré ou laissé pour compte. C'est pour les architectes, les rêveurs et les bâtisseurs qui travaillent tranquillement sur leur propre chef-d'œuvre. Si le voyage d'Elena, du chagrin au triomphe, vous a inspiré, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton « J'aime ». Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message et assurez-vous de vous abonner pour plus d'histoires de transformation incroyables. Faites-nous savoir dans les commentaires. Qu'avez-vous pensé de son choix final de partir?